Alors en quelques mots, qui suis-je? Alors je m'appelle Angélique, j'ai 39 ans. Ah ouais déjà? Oui, j'ai 39 ans. Alors je dirais que je suis maman déjà dans un premier temps, mais aussi une compagne. Et ensuite je dirais que je suis une accompagnante. Alors je pense que c'est important d'avoir ces fameux rôles et non pas étiquettes, parce que ce sont ces rôles-là qui, dans cet ordre-là d'ailleurs, qui m'ont fait me construire aujourd'hui la manière avec laquelle je suis. Je sais pas si c'est très français, mais alors je suis maman d'un petit garçon de 7 ans qui, de par la naissance de mon fils, beaucoup de choses ont été transformées. Ensuite, je suis une compagne aussi parce que être compagne et avoir un autre à nos côtés nous amène différentes choses dans notre vie. Et je suis aussi accompagnante de l'âme, de l'être humain surtout parce que j'aime profondément l'être humain. Et je dirais que j'ai besoin dans ma vie de mon fils, aussi de mon beau-fils, de mon conjoint, de ma famille autour de moi, parce que grâce à leur présence, par un effet, une sorte d'effet miroir, et puis parce qu'on vit tous ensemble, je découvre qui je suis. Et donc c'est grâce à cette part de ma vie que je sais aujourd'hui dans quelle direction à peu près je vais, qui je suis. Et donc je suis une accompagnante de l'âme, je suis une accompagnante de l'être humain. Et j'aide les gens en fait à aller explorer un petit peu tout ce qui touche au niveau de leur blocage inconscient. Et si je devais parler ensuite par rapport à ma personnalité ou à ce que certains peut-être appelleraient capacité, je dirais que je suis une ouvreuse de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de ce qui est une évidence dans leur vie et qui peut les aider à avancer. Et je suis aussi une traductrice de l'inconscient, puisque mes ressources internes et mes capacités, ma personnalité aussi, me permet d'accéder à des plans de conscience différents et me permet d'aller voyager dans l'inconscient des gens pour justement trouver l'origine des problématiques et de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et je dirais aussi que je suis clairvoyante, puisque j'ai une capacité d'intuition qui commence à bien être installée aujourd'hui. Et du coup, c'est ma capacité de clairvoyante qui me permet de voyager sur les autres plans de conscience et qui me permet aujourd'hui d'avoir assez de discernement. Parce que ce qui est le plus important pour moi dans la vie, au-delà de ce que certains appelleraient capacité extra-subtile et sensorielle, je pense que ça serait de regarder sa vie sous un autre angle et donc le discernement. Alors pourquoi l'accompagnement? Eh bien, parce que je suis passée par ce que j'appellerais des transitions de vie. On passe tous par des transitions de vie. Mais je pense que j'ai vécu des transitions de vie qui m'ont emmenée à me découvrir. Et je me suis rendu compte que j'étais probablement faite pour autre chose que le schéma, on va dire, classique qu'on pourrait trouver un peu partout chez Monsieur, Madame, tout le monde. En fait, j'ai choisi la voie de l'accompagnement parce que je me suis rendu compte que j'étais faite pour autre chose que pour avoir un métier que je pourrais qualifier d'alimentaire ou d'ordinaire. L'accompagnement, pour moi, c'est vraiment, il prend tout son sens, c'est-à-dire que j'accompagne les gens à la fois à se connaître, à se reconnaître, à, à savoir qui ils sont et à connaître leurs blocages et tout ce qui les empêche de se réaliser et d'être finalement eux-mêmes. En fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'accompagnement? Parce que pendant des années, j'ai été placée dans une sorte de coma, on peut le voir comme ça. Et quand j'ai changé ma réalité ordinaire, quand je me suis séparée en fait du papa de mon fils, j'ai compris qu'il y avait autre chose dans la vie qu'une vie monotone et ordinaire. Et du coup, je me suis faite accompagner pour justement déculpabiliser. Je me suis faite accompagner par une thérapeute en hypnose qui m'a aidé un petit peu à ouvrir les yeux sur mes propres responsabilités, sur mon rôle. Et on le voit très souvent que quand une personne se fait accompagner, elle, à son tour accompagne les autres. Et quand je me suis rendu compte des effets que ça pouvait avoir sur moi et surtout de ce que ça a révélé chez moi, le fait d'avoir été accompagnée par quelqu'un, à me reconnecter justement à qui j'étais. Ouais, il y a un truc qui s'est passé en moi. Je savais pas exactement dans quelle direction est-ce que je devais aller, mais je savais que j'avais des réponses pour les autres. Qu'en regardant les gens, j'arrivais à percevoir des choses qu'eux ne percevaient pas. Je me suis dit, ouais, t'as forcément à un moment donné un truc dans ta tête qui va peut-être te permettre d'aider les autres d'une manière. Quoi, comment, pourquoi, de quelle manière, sous quelle forme, on n'en sait rien. Mais je savais qu'il y avait une notion d'accompagnante.
Le gros challenge par la suite, ça a été simplement de dessiner ce rôle de l'accompagnante. Accompagnante en quoi, de quelle manière, tout ça. Alors certains appellent ça le thérapeute. Et là aussi, j'ai été explorer les mots, surtout, puisque dans mon apprentissage de qui je suis, j'ai découvert les mots. À la fois MAUX et MOTS. Et du coup, je me suis dit, oui, je pense que on n'utilise peut-être pas les bons termes au bon moment. Et moi, il y avait des mots qui me convenaient pas. Et comme peut-être aussi la personne que qui j'étais ne me convenait pas avant, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais aller accompagner les gens parce que je me suis rendu compte qu'en accompagnant les autres, je m'accompagnais moi-même. Parce que dans l'effet miroir avec les autres, je me rendais compte qu'au fur et à mesure des, euh, des personnes qui venaient à moi, donc je me suis installée à mon compte il y a plus de 2 ans maintenant, et je me suis rendu compte que quand les gens venaient à moi, je me retrouvais dans leurs problématiques. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris que si les choses venaient à moi d'abord, eh bien, c'est peut-être parce que le message était pour moi. Et je me suis dit qu'on rencontre pas les gens par hasard. Moi, c'est pour ça que j'appelle pas ça des consultations, mais des rencontres, des rendez-vous. Parce que les gens qui viennent à moi, le message qu'il est donné, il est d'abord pour moi et ensuite pour eux. Et donc, en effet miroir, il y a quelque chose qui se passe. Si je travaille le deuil avec une personne, quelle part de moi a besoin de mourir? Si je travaille, je sais pas moi, un sujet avec une personne, je vais d'abord essayer de comprendre comment le sujet me parle. Et je pense que le fait d'être accompagnant, ça nous permet de savoir qui nous sommes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens finalement qui ne savent pas pourquoi ils sont dans l'accompagnement. Ils savent juste qu'ils sont appelés à faire de l'accompagnement. Et moi, je dirais que si j'ai choisi l'accompagnement, c'est peut-être que de manière inconsciente, j'ai envie de savoir peu plus en profondeur qui je suis. Et j'arrive à me révéler et à savoir qui je suis grâce à l'accompagnement. Et j'apprends à me connaître en tant qu'accompagnante. Alors ma ressource principale, c'est mon intuition. C'est mon intuition parce que je pense que j'ai été un être sensible et intuitif depuis toute petite. Et mon intuition vraiment m'a toujours accompagnée. Donc c'est ce sixième sens en fait que beaucoup de gens d'ailleurs, avec beaucoup d'humour comme d'habitude, j'aime bien le voir de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient, et moi la première, hein, je m'y inclus quand, quand j'ai été piocher un petit peu au niveau de mes ressources intérieures et de mes capacités. Moi j'avais qu'une envie, c'était voir des morts partout. C'était en posant mes mains, en guérissant toutes les maladies de la planète. Et alors qu'en fait, quand mes consciences m'ont dit, ben non, Angélique, ta ressource principale, c'est ton intuition. Ah, j'étais un peu dégoûtée. Et en fait, oui, c'est mon intuition. Et toute petite, mon intuition a toujours été là. Elle m'a aidée à la créativité parce que là, en fait, vous voyez, mes consciences m'envoient des images aussi en même temps. Et en fait, l'intuition, moi, ils m'ont toujours dit que c'était comme une autoroute qu'on avait au-dessus de la tête, de lumière, comme une espèce de grande colonne, une autoroute qui nous permettait de bifurquer vers des sorties. Ces sorties-là pouvaient être définies comme clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. En fait, l'intuition, c'est vraiment cette espèce de générateur de nos capacités subtiles. C'est ce canal principal qui nous permet justement d'avoir cette forme de vérité, cette sensation, ce ressenti qui nous amène toujours dans la direction la meilleure pour nous. Pas forcément celle qu'on veut, mais celle qui est la plus juste dans notre parcours. Et moi, mon intuition, elle m'a toujours aidée depuis toute petite. Elle m'a aussi aidée à faire des choix plus tard dans la vie professionnelle. Elle m'a aussi montré à quel moment j'allais me planter. Et j'y suis allée parce que mon ego voulait pas que j'aille ailleurs que là. Et j'ai un souvenir d'ailleurs par rapport à mon intuition quand j'étais enfant. Mon père a eu un accident de voiture, un accident de fourgon très grave. Et je revenais de classe de mère. Et quand on était à l'école, qu'on regardait les vidéos de cette classe de mère, je revoyais ces images où je sortais du bus, ma mère vient me chercher. Et mon intuition, pendant la séance, pendant ce visionnage vidéo, et ça fait quelques mois où je sais plus quand mes guides m'avaient montré, fait le lien entre à quel moment mon intuition m'a aidé dans ma vie. Et en fait, ce que je me souviens, c'est que quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais à l'école, je voyais cette vidéo et en fait, j'ai mon intuition qui m'a expliqué que quand je suis arrivée de ce séjour, ma mère est venue me chercher au bus. C'était mon père qui devait venir me chercher. Et sur le trajet du retour à la maison, on a croisé une ambulance sur le trajet. Et dans l'ambulance, il y avait mon père.
Et mon intuition m'a dit, c'est ton père dans l'ambulance. Et moi, j'avais une dizaine d'années à l'époque et j'entendais des voix, mais je savais pas ce que c'était, donc j'en ai jamais parlé à personne. Bien évidemment, on risque de passer pour cinglé, bien sûr, vous l'aurez compris. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, en arrivant à la maison, je vois mon frère et en le regardant, je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et effectivement, mon père était à l'hôpital et nous apprenons que mon père a eu un très grave accident. Et mon intuition m'a souvent aidé à faire des choix extrêmement importants, charniers dans ma vie. Et j'ai toujours joué avec. C'est-à-dire que mon intuition s'est toujours présentée à moi fois 3, 3 fois dans la même direction, 3 fois le même signe, ou 3 canaux différents, mais toujours la même réponse. Et ça, pour moi, ça a toujours été une confirmation de tous les voyants sont ouverts, vas-y, fonce. Donc si je devais vraiment donner un nom à la ressource principale, c'est l'intuition. C'est elle qui me permet d'aller dans les bonnes directions, dans les meilleures pour moi, mais aussi pour les autres. Et elle me sert bien évidemment. Je m'appuie sur elle quand je suis en séance avec les gens, parce qu'il y a vraiment que au travers de mon intuition que je peux avoir les réponses les plus justes, et c'est elle qui m'emmène vers l'imaginaire, vers la conscience, vers ouais, tout ce qui va à côté, tout ce qui va m'aider à construire tout l'environnement que je crée dans ma conscience, dans mon esprit, pour accéder justement à l'énergie des autres. Et ça me permet aussi d'avoir une excellente mémoire, parce que j'ai une bonne intuition, j'ai une excellente mémoire aussi, et je me rappelle énormément de choses. Enfin, c'est vraiment une ressource sur laquelle je m'appuie à 200%, je m'en amuse énormément, je joue avec elle, je discute avec elle, c'est vraiment un partenariat. C'est pas un outil que je travaille comme un élève, c'est vraiment quelque chose avec laquelle je m'amuse depuis toujours. Alors mes enseignements, eh ben, souvent on nous dit c'est vrai qu'on a tout en nous. Et moi je dirais que les enseignements effectivement partent plus de notre âme, je pense, et de notre essence. Moi mes enseignements, c'est mes consciences en fait qui me les donnent, qui me les envoient, et ils utilisent des supports dans la matière pour me les faire parvenir. Depuis toute petite, j'ai toujours été très attirée par la littérature, par la connaissance en général. Je suis quelqu'un d'extrêmement mental, mais surtout je suis une chercheuse. J'aime obtenir des réponses, j'aime chercher, j'aime enquêter. Quand j'étais mioche, je voulais être archéologue, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et donc je dirais que mes enseignements, je les tiens de mes consciences, et donc de mon âme, et donc peut-être de moi, en toute humilité, attention bien évidemment. Il y a certains qui pourraient dire, dis donc, celle-là, elle se la pète. En fait, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de se faire confiance et d'aller voir un petit peu si on a besoin d'aller piocher dans un bouquin, si on a besoin d'aller piocher une formation de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi j'aime à dire quand les personnes viennent avec moi en séance, c'est que ils me demandent comment faire avec telle ou telle pratique ou tel outil. Moi, ce que je leur dis souvent, quelle est la différence entre vous et 30 autres personnes qui font le même métier ou la même passion que vous, eh bien, ça va être l'essence que vous allez y mettre dedans. Et je sais que par exemple, un des exemples les plus forts pour moi, ça a été le passage d'âme, parce que je me suis rendu compte que passeur d'âme, effectivement, il n'y a pas de technique particulière, dans le sens que ça ne parle pas à tout le monde. Moi, je pense très sincèrement que tout le monde ne peut pas être passeur d'âme, parce que moi, je définis la notion du passeur d'âme à la fois comme quelqu'un qui aide ceux qui passent de vie à trépas, mais aussi qui aide ceux qui passent dans la vraie vie sur différentes transitions de vie. Et moi, ce sont mes consciences, ce sont mes guides qui m'aident. Justement, ce sont toutes ces énergies qui m'accompagnent, qui se connectent à mon intuition, qui utilisent mon intuition pour parvenir jusqu'à moi, qui utilisent les synchronicités dans la matière, et qui utilisent toutes ces choses-là pour m'aider justement à créer des concepts, à créer aussi des façons de faire. Par exemple, quand on m'a donné l'enseignement des contes, des mythes et des légendes, je ne savais même pas que ça existait. Et tout ça pour m'emmener dans la direction que pour accéder à l'inconscient des gens et pour aider les gens à débloquer leur inconscient, débloquer des peurs, ou débloquer différentes choses qui les freinent dans leur vie, aller travailler leur part blessée et tout ça, eh bien, ils me disent, tu peux t'appuyer sur les contes, les mythes et les légendes pour y parvenir. Et c'est vrai que c'est une médecine, on va dire, ou des enseignements très anciens que je ne vois pas ailleurs. Alors, probablement que certains en ont, mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu ou que j'ai eu intérêt à aller voir, parce que mon mental n'aurait pas eu l'idée. Et plusieurs fois, mes consciences me disaient de ne pas mettre de mots sur tous ces savoirs, parce que justement, en mettant des mots et des titres, des étiquettes, ça ne faisait que limiter la puissance de ce truc-là.
Et donc je dirais que la plupart de mes enseignements viennent de mes consciences, viennent de mes énergies, de celles qui m'accompagnent, mais aussi probablement c'est aussi aligné avec mes énergies, avec ma propre évolution intérieure. Et je dirais que mes enseignements ne sont peut-être que le reflet de là où j'en suis peut-être aussi aujourd'hui. Et, euh, et que parfois aussi je peux aller chercher des enseignements qui font partie de moi et de l'histoire de mon âme sur d'autres plans de conscience. Alors à qui s'adressent les séances? Ben, je dirais, je pense que les séances, c'est plutôt des rencontres en fait. C'est pas des consultations parce que l'idée d'une consultation, même si je préfère utiliser le mot consultantelle que patientèle. Et les séances s'adressent à toutes les personnes qui se sentent bloquées dans leur parcours, qui ne savent pas. Ce qui ressort beaucoup en ce moment, c'est la quête de sens, de mettre du sens dans sa vie. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont malheureux au travail, où les gens sont malheureux dans leur vie en général. L'environnement est extrêmement anxiogène, l'actualité est très anxiogène, et les gens sont malheureux, sont pas bien. Beaucoup pensent que en étant auto-entrepreneur ou en quittant leur travail, ils vont être plus heureux parce qu'ils vont réussir à trouver une forme de sens dans leur vie. Et parfois, ils vont se lancer dans une activité, ça va durer un temps et après, ils se rendront compte qu'ils auront toujours cette absence de sens. Et en fait, ça montre qu'à la racine, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, je dirais que s'il y avait un profil type des personnes qui viennent me voir, si ça peut être ça la question, je dirais que beaucoup de personnes qui viennent à moi sont des personnes très hypersensibles. Ce sont des personnes qui se sentent en décalage tout autour d'eux dans le monde dans lequel ils vivent. Ils ne se sentent plus du tout à leur place, plus du tout compris, ils ressentent que leurs émotions n'ont pas de place dans ce qu'ils vivent, ils ne trouvent pas leur place dans la société. Ce sont des personnes qui essayent de trouver qui ont beaucoup de questions et qui essayent de trouver beaucoup de réponses dans leur vie, en règle générale. Et les personnes, elles viennent me voir essentiellement pour retrouver une forme d'élan, pour arrêter de faire les choses dans le faire, mais plutôt pour se disposer dans l'être, j'ai envie de dire. Et les personnes, ils viennent me voir pour essayer d'apprendre qui ils sont, pour voir s'ils sont pas effectivement, s'il faut. Pour certains, il y en a, ils viennent me voir s'ils sont pas fous, parce qu'ils me disent, je vis des trucs, des fois j'ai l'impression que je deviens complètement tarée. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi extrêmement submergées par ce qu'on pourrait appeler leur capacité extra subtile, mais en fait, ils sont simplement dans l'incompréhension de ce qu'ils vivent. Alors ça peut être vraiment un public complètement différent. C'est vrai que très souvent les coachs nous demandent d'aller chercher, quand on cherche à développer son activité au travers de son fameux métier passion, beaucoup de gens nous demandent d'aller trouver notre client cible. C'est pas facile, parce que moi ce que j'aime en fait dans ce que je fais, c'est ne pas l'associer à une forme de travail. Parce que je suis toujours partie du principe que le travail, c'était un synonyme, il avait un synonyme, c'était le labeur et donc la souffrance. Et vu que le travail connote souvent avec la souffrance, moi je le vois avec les gens autour de moi, que ce soit au travers de mon conjoint, au travers de mon père, au travers des hommes de ma famille, même des femmes aussi, hein, je vois beaucoup la notion de souffrance et de labeur. Donc je dirais que les gens qui viennent me voir, c'est des rencontres, des gens très sensibles, hypersensibles, qui ne savent pas qui ils sont, et qu'à un moment donné, ils arrivent dans leur vie sur une certaine crise, ça peut être la quarantaine, la trentaine, la cinquantaine, et ils sont arrivés à un point de rupture où ils en peuvent vraiment plus avec le personnage qu'ils se donnent depuis des années, et il leur arrive tellement de choses qui amènent à stop, ça suffit, t'arrêtes là, quoi, tu fais autre chose, la vie va t'arrêter, quoi. Et du coup, ils viennent me voir quand ils en peuvent plus. Quand ils en peuvent plus, quand ils sont complètement bloqués, et qui ont envie de trouver les mots. Des fois, les gens, ils arrivent pas à exprimer avec des mots ce qui se passe dans leur vie. Et donc, du coup, on se rend compte au bout d'un moment que tout part de l'inconscient. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'inconscient et ils viennent à moi quand l'inconscient a vraiment trop pris le dessus et qu'ils en peuvent plus d'être ce personnage pendant longtemps, longtemps, longtemps. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se rabiboucher avec eux-mêmes, en fait. Alors mes accompagnements, en fait, ils se passent en visio. Tout se passe en visio. On est dans une ère où vraiment le numérique est partout. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que moi j'avais beaucoup d'idées reçues sur le numérique. Je suis beaucoup, en grande partie de la journée sur les réseaux sociaux. J'utilise notamment beaucoup Facebook puisque c'est pour moi
un réseau social qui peut être servi correctement quand on y voit le verre à moitié plein, bien évidemment. Et j'utilise beaucoup le visio. Toutes les séances individuelles que je propose aux gens dans les accompagnements, donc ce sont des séances individuelles d'1 heure à 1 heure et demie, qui ne se passent qu'en visio. Comme ça, je peux m'adresser à des gens de tout horizon. Ça peut être en France, mais aussi en Outre-mer, hein. Il y a aussi des gens que j'ai de l'ailleurs, de la Réunion. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'outil visio, déjà, je trouve que il y a cette espèce de... Il y a comme une sorte de protection, sans être une protection, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me sens moins impactée sur le plan émotionnel que quand la personne est en face de moi. Je pense que c'est quelque chose qui m'aide, surtout quand je suis derrière l'écran. Et moi, j'ai une facilité derrière l'écran. J'aime être derrière l'écran. Je suis très à l'aise derrière un écran et je suis plus en sécurité, j'ai envie de dire, et je suis plus libre quand je suis derrière un écran. C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'outil Visio pour faire mes séances. Quand j'ai démarré au tout début, je faisais beaucoup de présentiel, je faisais venir les gens chez moi. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être pas très sécure de faire venir les gens chez toi. Puis bon, les gens, des fois, ils se déplaçaient pas, ils prévenaient pas au dernier moment. Alors des fois, il y en avait qui me disaient, c'est où le prix du gasoil pour venir vous voir ou le prix de la consultation? J'ai au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Et, euh, et non, non, je me suis dit, il faut vraiment que tu utilises, que tu optimises l'outil Visio pour qu'il soit à ton service et l'outil réseau social pour qu'il soit à ton service. Et c'est vrai que c'est vraiment une première grosse étape pour moi, le visio. Et je sens là que de plus en plus on me demande de m'ouvrir sur l'extérieur, mais là c'est pareil, c'est encore une autre étape. J'ai tenté les conférences, j'ai dû en faire une seule dans ma vie, et qui a relativement bien fonctionné parce que j'étais relativement à l'aise, c'était tout en improvisation. Et je pense que la deuxième étape, c'est d'être au contact des gens dans un groupe. Et ça, c'est quelque chose qui viendra petit à petit. Mais en tout cas, pour tout ce qui touche les séances individuelles, j'ai fait le choix du visio tout simplement parce que je suis plus à l'aise derrière l'écran. Et ça permet, je pense, aussi d'aller beaucoup plus loin dans la séance avec la personne. Et je pense que c'est un gros avantage aussi pour la personne qui est en face. Voilà, elle est chez elle, moi je suis chez moi, et chacun est dans son environnement sécure. Et je pense que c'est ça aussi qui est le plus important finalement. Alors les bénéfices des séances, alors ils peuvent être diverses et variés. Déjà, je pense que le premier bénéfice, c'est l'échange. Je pense que les gens, la plupart du temps, ils ont juste besoin qu'on les écoute. Ils ont vraiment besoin d'avoir une écoute attentive et c'est ça, en fait, moi, qui m'a permis de comprendre aussi de quelle manière je fonctionnais. En fait, en séance, comment ça marche, c'est déjà, il y a un premier contact, il y a une rencontre déjà, c'est-à-dire que j'aime bien quand les gens, ils me disent, moi, je sais pas pourquoi je viens vous voir, mais je sais que c'est vous. Donc déjà, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens sont pas venus chercher mon outil et je dirais que c'est peut-être pas plus mal que les gens comprennent pas l'outil. Pourquoi? Ben parce que des fois, les gens, ils vont aller voir un thérapeute X ou un accompagnant Y parce qu'ils vont aller regarder l'outil en premier. Et quand ils vont se retrouver face à l'accompagnant, au thérapeute, ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas forcément ça qu'ils recherchaient. Ils vont peut-être pas oser le dire à la personne parce que ben, ils ont pris le rendez-vous et patati patata, ils vont faire leur séance, puis quand ils vont ressortir, ils seront peut-être pas allés au bout du truc. Et moi, je me rends compte finalement, petit à petit, que finalement, de pas se définir au travers de l'outil, c'est peut-être la clé. Et du coup, moi, je me dis que c'est peut-être pas plus mal que les gens soient un peu dans le flou dans ce que je fais, parce que même moi, je suis surprise des fois quand je suis en séance avec les gens, parce que ça peut partir, pas, je dirais pas dans tous les sens, dans le mauvais sens du terme, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est me laisser surprendre par la séance. Et c'est-à-dire que je dirais que... Oh là là, c'est fou, je me rappelle même plus de la question. Vous voyez, ça, comme quoi on se laisse surprendre. Comme quoi on se laisse surprendre. Et on en était au bénéfice, voilà, c'est ça. Et en fait, ouais, le bénéfice de la séance, en fait, il peut être divers. J'ai plein d'exemples, en fait, qui sont différents. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, des fois, ils ont tellement d'angoisse, tellement de blocage que ça les empêche de dormir. Il y en a des fois, le fait de travailler sur eux, ça va permettre de débloquer des poids, débloquer des mémoires de l'inconscient. Ça va leur permettre de se retrouver à la bonne place, entre guillemets, sur le chemin. De lâcher beaucoup de lourdeur, je dirais. Et je pense que le plus gratifiant finalement, c'est peut-être d'amener des mots, de poser des mots sur des ressentis, sur des compréhensions. Je pense que l'humain est tellement dans le mental et cherche tellement à trouver des réponses dans tous les sens. Je dirais que l'idéal, c'est de revenir dans cette idée d'équilibre et d'harmonie et de centre. Voilà. Et les bénéfices des séances, ils peuvent être divers. Ça peut être beaucoup de synchronicité. Ça peut être beaucoup d'autres questions aussi.
Alors bien évidemment, libération des mémoires de l'inconscient, hein, c'est-à-dire que puisque notre inconscient nous dirige à 95%, 95% de nos choix de vie vont être dirigés par des parts blessées de nous-mêmes. Cette espèce de petit enfant de 0 à 7 ans, c'est parts de nous qui sont blessés, qui ont été éduqués à un moment donné dans leur vie, qui ont été dirigés par les conditionnements de vie, par l'éducation des parents, l'éducation de la société, patati patata. On vit une grande partie de notre vie au travers de ces choix-là, au travers de ces codes, de ces lignes de code-là. Et à un moment donné, il y a une personne qui va avoir un projet, qui va avoir envie de changer simplement de vie, de mode de vie, et sauf que les lignes de code qu'elle va avoir ne vont plus correspondre à ce qu'elle veut être en fait. Et l'idée, c'est quand on va chercher des mémoires inconscientes, qu'on fait le lien entre ce qu'on ressent et ce qu'on a vécu autrefois, qu'on trouve l'origine du problème et patati et patata, on accueille le trauma, on libère le souvenir et tout ça et tout ce qui est avec, et ce qui fait que la personne, elle peut avoir différents ressentis. Ça peut être une légèreté, ça peut être un meilleur sommeil, ça peut être une nouvelle occasion qui se présente dans sa vie, une nouvelle opportunité, ça peut être un élan de courage pour quitter une situation, ça peut être de percevoir sa vie sous un autre angle, plus de clarté. Voilà, ça peut être vraiment complètement différent suivant les personnes, comme d'habitude. C'est en fonction des énergies des gens, je dirais. C'est en fonction des histoires, c'est en fonction de ce que la personne est capable d'aller chercher, d'aller accueillir, d'aller encaisser aussi. Et surtout, ça dépend de ce que la personne est capable de lâcher finalement. Et les bénéfices, ils sont divers. Il y en a, ça va être simplement par une prise de conscience, ils vont réussir à quitter une situation et donc retrouver une vie plus saine. Ça peut être certains savoir enfin dire non, ça peut être certains se lâcher la grappe, ça peut être se lâcher la grappe, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais toujours dans un sens de recentrer, équilibrer, se sentir à peu près à sa place. Et peut-être simplement aussi pour certains, ça peut être je sais enfin qui je suis et je pense que c'est peut-être ça le plus important. C'est que je pense que le plus beau des cadeaux finalement et le plus gros des bénéfices, c'est ah ça y est, je sais enfin comment je fonctionne. Alors la notion de mauvaise expérience, moi je dirais qu'il n'y a pas de bonne et pas de mauvaise expérience. Parce que je pense que même si j'ai un loupé sur une séance à un moment donné, je pense que déjà c'est un apprentissage pour moi. Alors moi une séance en fait je pars du principe que c'est un duo, c'est du deux, c'est pas du un, c'est-à-dire que la personne elle vient pas me voir en me disant je vous laisse le bébé, démerdez-vous avec ça. Non, c'est pas tellement comme ça que ça marche. En fait vu que la séance est une rencontre, je pense que la personne qui vient de me voir c'est qu'on a un taf à faire ensemble. Et moi je pars du principe que ce que je vis en séance avec les gens, il y a aussi un reflet miroir par rapport à la personne qui vient me voir. C'est-à-dire que la plupart du temps, et ça c'est une machine que j'ai commencé à mettre en place depuis quelque temps, je trouve qu'elle est intéressante, c'est puisque je suis canal et que les messages passent par moi pour aller vers la personne, et ça je le dis aussi aux gens qui sont en séance avec moi, c'est que quand vous venez avec moi en séance, je leur dis, le message passe d'abord par moi, c'est parce qu'il est à moi, il est pour moi en premier, et ensuite je vous le transmets. C'est pas pour rien qu'on rencontre le thérapeute que l'on rencontre, je dirais. Je pense que c'est plus intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller voir quelqu'un au travers de la personne qu'il est et de ce qu'il dégage comme vibe plutôt que son outil, parce que je pense que ça peut avoir aussi du sens pour le thérapeute en lui-même. Et puisque notre vie, c'est simplement de la rencontre entre soi et soi, même s'il y a un loupé sur une séance ou quoi que ce soit, c'est qu'à un moment donné, la vie veut m'apprendre quelque chose au travers de ce prisme-là et par rapport à la personne qui se trouve en face. En fait, finalement, c'est la personne en face qui vient me donner une leçon et merci, quoi. Et bien sûr que j'ai eu des loupés dans ma pratique, peut-être trop d'assurance sur certaines choses, où ça m'a appris qu'il fallait peut-être lever le pied à des moments. Il y a aussi des personnes où je me rends compte que je vais peut-être pas bosser avec elles, mais c'est peut-être pas moi le problème, c'est peut-être les personnes qui simplement ne sont pas prêtes. Et ça, je l'ai déjà eu sur des personnes qui, par exemple, annulent beaucoup de rendez-vous au dernier moment, où 3, 4 fois les rendez-vous sont annulés. Très souvent, je me dis que c'est pas moi le problème. Je me dis qu'en fait, c'est simplement, je me rends compte que c'est la personne qui simplement n'ose pas aller à la prochaine étape. Et à ce moment-là, je me pose la question de moi, dans ma situation aussi, sur quelle situation j'ose pas aller à la prochaine étape. J'essaye en permanence, en fait, de prendre dans la séance que je fais à la personne un enseignement. Je dirais pas qu'il y a des loupés, parce que quand une personne, j'ai pas envie de faire un travail avec elle, euh, je peux ne pas avoir envie de faire le boulot avec elle parce que ça va pas me parler, ou alors la personne va trop compter sur moi.
Mais à chaque fois, comme je dis, il y aura peut-être un échec au départ, mais je vais toujours réussir à tirer l'enseignement derrière et aller voir derrière ce que ça cache et ce qui se trame, puisque visiblement, à chaque fois, il y aura un reflet de mon inconscient qui veut me jouer des tours. Donc j'essaie toujours en permanence d'aller chercher la leçon dans tout ce que je vis, quoi qu'il arrive. Alors je dirais que j'évolue au travers de mon parcours d'être humain en premier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les séances finalement me font évoluer puisque les gens, quand ils viennent me voir, il se passe un truc dans le reflet miroir. Et en tant qu'accompagnante, déjà, j'évolue au travers des personnes qui viennent me voir. Je pars du principe à chaque fois qu'une personne qui vient me voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord un enseignement pour moi et ensuite il y a un enseignement pour la personne. Mais surtout aussi, ce qui est important, c'est que moi, de mon côté, je fais aussi un travail de connaissance de moi-même au travers de mes propres outils. Souvent, mes consciences me disent, tu n'essayes jamais rien, tu n'accompagnes pas les autres d'une manière si tu n'essayes pas d'abord sur toi. Et ça, pour moi, ça paraît logique. Il faut d'abord que l'outil, je me l'approprie, qu'il ait mon essence, ma patte, qui est ma connaissance à l'intérieur. Et à chaque fois, j'évolue à ma manière, en questionnant mes consciences, en allant être touchée par les synchronicités qu'il va y avoir. Je vais aller aussi explorer un petit peu des choses qui m'interpellent. Si je vois une synchronicité qui passe, un message, un animal, un truc, je me dis, ah, il y a un enseignement qui va venir me voir. Je vais attendre un jour ou deux, je vais avoir un voyage qui va venir, une expérience extraordinaire qui va venir. Je vais aller faire un voyage voilà, sur un autre plan de conscience. Je vais aller encore un peu plus découvrir peut-être un nouvel outil, peut-être découvrir qui je suis. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est que c'est l'extérieur finalement et mon environnement proche qui m'apprend à savoir quelle place j'ai en tant que thérapeute, où j'en suis en tant que thérapeute, mais où je suis aussi en tant que personne. Parce que j'évite de faire la différence entre la notion de l'accompagnant et la notion de la personne que je suis. Parce que j'estime que en tant que maman, en tant que compagne, j'accompagne aussi ma famille. J'accompagne mon enfant dans son évolution, j'accompagne mon beau-fils dans son évolution, j'accompagne mon conjoint dans son évolution aussi à ma manière, d'une certaine manière. Et grâce à mon entourage, grâce à mes proches aussi, j'apprends aussi un petit peu à savoir où j'en suis. Il y a une sorte de météo intérieure qui se met en place dans les réactions des autres. Parce que quand mes proches réagissent d'une manière, je regarde comment ça me touche au fond de moi. Et ce qui me touche au fond de moi me permet de savoir où j'en suis. Donc je dirais qu'effectivement les personnes qui viennent à moi m'aident à savoir où j'en suis, m'aident aussi à faire évoluer mes outils, à faire évoluer mes pratiques, parce que c'est quand je suis dans l'expérience avec eux, il n'y a jamais de préparation en coulisses. Avant, il y avait de la préparation en coulisses, mais à un moment donné, il a bien fallu se jeter dans le grand bain et arrêter de faire des préparations en coulisses, et vraiment se jeter dans le truc et faire ce travail d'oser aller chercher cette confiance et la cultiver, cette confiance, et muscler l'outil. Parce que très souvent, les gens, et ils attendent d'avoir les bonnes occasions pour faire. Mais non, c'est comme un enfant qui marche, il tombe, il remonte, il tombe, il remonte. Bien là, c'est la même chose. Ma pratique, c'est au fur et à mesure des gens que je la muscle, qu'elle devient plus fluide et qu'elle devient plus facile. Et du coup, à un moment donné, on n'a plus besoin d'artifice, on n'a plus besoin de support et ça vient tout seul. Et bien, c'est aussi de cette manière-là que j'évolue en allant dans cette rencontre entre moi et les autres, moi et mon conjoint, ma famille, mes enfants, et, euh, et moi et les personnes que j'accompagne. Voilà. J'évolue grâce aux signes que l'on m'envoie dans l'univers, grâce aux rencontres que je fais. Et je m'interroge en permanence. Quand il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais voir en permanence quelle part de moi agit. Est-ce que c'est un élan du cœur? Est-ce que c'est une part de l'ego? Est-ce que je suis dans la fuite? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis dans le silence? Est-ce que je suis prostrée? J'essaye toujours d'aller questionner cette part qui décide à ma place. Et quand je la débusque, ou quand je me rabiboche avec elle, il y a une autre part qui vient. Et c'est un travail qui est comme ça, continuel, en permanence. Et je fais de la même manière avec les gens. Je les aide aussi à rentrer dans ce processus d'interrogation de soi à soi, puisque je le répète, ce qu'on vit tous les jours, c'est juste une expérience entre soi et soi. Alors ça, c'est une question qui est quand même assez intéressante, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte déjà d'une chose, c'est que c'est très souvent les femmes qui sont en thérapie ou en accompagnement plus que les hommes. Alors, bon, bah, c'est vrai que la femme a cette sensibilité,
Elle est, je pense, la femme est peut-être plus en association, plus. Alors déjà, elle est associée à tout ce qui est fragilité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on trouve plus de femmes en accompagnement que les hommes. Et les hommes, ils ont peut-être un petit côté un peu plus rigide ou interdiction peut-être de montrer une forme de faiblesse. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup, enfin, il y a plus de femmes, je dirais, qui vont vers l'accompagnement plutôt que, que les hommes. Mais en fait, quand on se rend bien compte, euh, pour se rencontrer, je dirais qu'il n'y a pas que dans la thérapie qu'on se rencontre, parce qu'en fait, c'est la vie qui nous fait nous rencontrer, je dirais. Moi, je sais que je m'en suis rendu compte parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop cette théorie, et pourtant, pour moi, elle est claire comme de l'eau de roche, qui dirait que quand on est accompagnant, on travaille des fois sur certaines notions, notamment l'effet miroir. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte quand même que c'est grâce aux personnes que j'accompagne que j'arrive à voir au travers d'eux, au travers de leur histoire, un certain reflet de moi-même et surtout un reflet de certaines parts obscures ou de certaines choses que je devrais peut-être aller piocher, observer, regarder. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça, que c'est grâce aux autres finalement qu'on se rencontre en fait. Alors, on s'en rend peut-être plus compte dans le cadre thérapeutique parce que la thérapie, c'est un cadre qui est quand même sécure. Je pense que il y a des gens qui ont besoin d'aller dans la thérapie pour se sentir en sécurité. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés et de tomber sur le bon accompagnant, j'ai envie de dire, et non pas sur la bonne pratique, parce que c'est pas la pratique qui fait le bonhomme, mais c'est plutôt le bonhomme qui ressort de la thérapie et qui fait naître la pratique. En fait, c'est plutôt ça, je dirais. Et je pense que les gens, des fois, préfèrent se rencontrer en étant accompagnés par quelqu'un parce que c'est plus sécure pour eux. C'est pas une obligation de passer par la thérapie pour se rencontrer. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, c'est la vie qui nous fait nous rencontrer au fur et à mesure des transitions que l'on peut passer. Et surtout, si on accepte de regarder, si on accepte d'aller prendre ses responsabilités et d'aller regarder toutes ces parts obscures, toutes ces différentes parts de nous, et qu'on accepte les expériences. Alors, je dirais que non, qu'on n'est pas obligé de passer par la thérapie. Il y a des gens qui ne passent pas par la thérapie, mais qui ont ce côté d'aller être curieux, d'aller répondre à des questions, d'aller regarder leurs propres responsabilités, d'aller regarder ce qui se passe autour d'eux. Il y en a qui vont être très butés, qui vont pas vouloir changer, qui vont pas vouloir changer de paire de lunettes, ils vont pas vouloir changer de regard, ils vont pas vouloir changer d'attitude, ils vont être bloqués dans leur certitude et enfermés dans leur ego. Et il y en a qui vont faire l'effort sans être obligés forcément de passer par la thérapie. Et monsieur, madame, tout le monde, ouais, il y en a qui vont faire l'effort d'aller justement à la pêche aux questions, se poser des questions, écouter leur ressenti, écouter leur intuition et faire eux-mêmes seuls ce travail thérapeutique. Et ils ne seront pas obligés justement d'aller vers un accompagnant. Mais moi, je pense que je suis passée au début, j'ai été accompagnée pendant 1 an et demi et à un moment donné, il y a un truc qui s'est réveillé et du coup, j'ai été moi-même piochée. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses en autodidacte et il est tout à fait possible d'aller se rencontrer en autodidacte et bien évidemment de passer par la thérapie, je pense, pour être dans un cadre beaucoup plus sécure. Mais c'est pas une obligation de passer par là. Et les gens, quand ils le font, c'est simplement qu'ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin qu'on les accompagne, un peu comme un professeur accompagne un élève. Ou voilà, je pense que c'est plus ça, mais il n'y a aucune obligation, c'est certain. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu la question précédente, j'ai envie de dire, un petit peu. Parce qu'en fait, quand on est bloqué dans une situation, alors un conseil, je sais pas si c'est un conseil, ou si c'est une clé, si c'est... euh, en fait, quand il y a une sensation de blocage, pour moi, c'est que je pense qu'on refuse de vivre une expérience. Une personne qui, en séance, me dit bloqué, c'est comme si des fois il y avait que ce mot-là qu'ils avaient dans leur champ lexical et qu'il n'y en avait pas d'autre. Et parfois on se rend compte que c'est pas bloqué, c'est pas un blocage, c'est une prise de conscience. Et je pense qu'une personne qui se sent bloquée dans une situation, déjà, il faut repérer à quel moment donné ça veut dire, quelque part, on nous montre qu'il faut changer de direction. Pas forcément changer de voie, mais changer peut-être de direction là-dedans. Changer de regard, changer de posture, mais surtout là-dedans. Parce que on peut très bien être dans un métier, mais ne pas trouver le sens de ce que l'on fait alors qu'on aime ce qu'on fait. Ça va pas forcément être nous le problème, mais peut-être qu'on ne trouve plus notre place, peut-être qu'on n'arrive pas à manifester certaines choses. Et à ce moment-là, la sensation de blocage nous montre qu'une part de nous refuse l'expérience, je pense.
Moi, je le verrais plutôt comme ça. Une personne qui se sent bloquée, moi, je lui dirais qu'elle remonte un petit peu en arrière et qu'elle regarde à quel moment dans sa vie il y a eu un événement déclencheur peut-être qui a fait que. J'ai eu une personne en séance il n'y a pas longtemps qui m'a expliqué, elle est dans le développement personnel, mais elle me dit, alors c'était marrant parce que elle n'avait pas envie d'en vivre, mais elle avait envie de trouver sa place dedans. Et en fait, elle me disait, je suis allée dans un... Alors déjà, ça me parlait de la notion de bénévolat. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans la bonne case. Et en fait, elle me disait que je lui demandais, mais à quel moment vous avez eu ce déclic, que vous trouviez pas votre place et que d'un seul coup, tout s'est arrêté pour vous, parce qu'elle avait vraiment l'impression, en fait, elle avait plus de consultants, enfin, elle me dit, tout s'est arrêté. Et en fait, elle me disait, ben, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est quand je suis arrivée dans un salon du bien-être avec une amie, j'avais l'impression que... Bah, j'ai dit oui, vous avez peut-être plutôt l'impression que vous étiez au salon de l'habitat, que vous n'étiez pas au bon endroit. Et en fait, c'était simplement pour expliquer que cette personne, elle était dans le faire et non pas dans l'être. Et donc, en fait, elle était en mode thérapeute en développement personnel, mais avec toute la panoplie du magicien, comme un enfant, on me montre l'image d'un enfant qui reçoit une boîte de magicien à Noël. C'est pas parce qu'il reçoit une boîte de magicien qu'il va être magicien grâce à la boîte. Voilà, il va avoir des tours de passe-passe sur la notice, mais voilà, les gens vont applaudir en disant « Ouh là là, quel grand magicien !» alors qu'en fait, c'est zéro. Mais voilà, il y avait un truc un peu imposture, mais c'est surtout qu'en fait, elle était pas à sa place. C'est comme si elle avait un déguisement trop petit pour elle. Et, euh, et c'est vrai que je dirais, en fait, que quand on rencontre un blocage, il y a vraiment ça, je dirais. D'aller remonter un petit peu à cette sensation qu'on a ressentie au moment où on s'est rendu compte qu'on était bloqué. Parce que peut-être que l'intuition nous a montré, wow, attends, t'es sûr qu'il n'y a pas un truc à changer là? Et en fait, moi, je dirais que c'est ça, c'est qu'il y a une part de vous très inconsciente, parce que on crée notre vie à 95% avec notre inconscient. Et donc notre inconscient est relié à toutes nos parts blessées, à toute notre éducation, à tous nos conditionnements. Foutez la paix à vos parents, il n'y a pas que eux qui sont responsables de là où vous en êtes aujourd'hui. À 45 ans, si vous n'êtes pas en mesure de, de gérer votre argent, ou si vous n'êtes pas en mesure de créer une entreprise ou de créer quelque chose, quel projet qu'il soit, arrêtez de dire que c'est parce que vos parents ne vous ont jamais dit assez qu'ils vous aimaient. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, moi je le vois beaucoup, hein, on met ses lunettes. C'est-à-dire que moi, ce que je vois beaucoup, c'est en consultation, quand je me connecte à l'énergie, ce que je me rends compte des fois, c'est que c'est surtout des interprétations d'enfants. Moi-même, hein, quand j'ai été voir ma propre histoire, je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de mes croyances, c'était pas mes parents qui me l'avaient appris, c'est moi qui l'avais interprété avec mes yeux d'enfant. Donc voilà, ça me ramène à ma famille et mes parents parce que c'était mes parents qui étaient les premiers référents à ce moment-là, mais ce n'est pas forcément eux les responsables. Et c'est vrai que moi je dirais que quand on est bloqué dans notre vie, c'est qu'il y a une posture, je dirais que c'est plus une posture à changer, un regard sur soi, sur sa situation. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Quelle part de moi agit? Est-ce que c'est mon être avec son élan ou est-ce que c'est mon ego, ma part blessée au travers de mon ego et de mon mental qui me fait agir? Et à ce moment-là, la vie vous montre que il y a quelque chose à changer, le diapason n'est pas accordé, on me dit, et que du coup, il faut relancer le réaccordage, on me parle d'un instrument, on me dit que c'est comme une guitare qui se désaccorde à chaque morceau, il faut la réaccorder à chaque fois, mais c'est un petit peu ce qui se passe finalement. Alors, pour une personne qui se lance dans l'accompagnement, alors je dirais que déjà c'est pas gagné d'avance. Dans quel sens? Il faut déjà, je pense, partir du principe que on rentre dans une grande aventure. On ne sait certainement pas ce qui va se passer, que tous les objectifs qu'on va se lancer vont pas être atteints, que personne ne va s'intéresser à ce qu'on fait, que on va se planter, que ça marchera jamais. Je pense que ça, ce serait peut-être alors certains verront ça comme un mindset un peu négatif en disant oh là là, tu vas t'attirer le mauvais œil. Non. Non, parce qu'en fait, pourquoi il n'y a pas d'attente? Je pense que le gros problème, c'est les attentes. Quand on se lance dans le développement personnel et dans le développement spirituel ou quoi que ce soit, dans toute la sphère du bien-être et de l'accompagnement aux autres, c'est vrai qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Même s'il y a la place pour tout le monde, c'est pas un problème. Puisque nous sommes un au milieu du grand univers et l'univers voilà, nous met quelque part et on a notre place tout en légitimité, c'est pas un souci là-dessus. Et en fait, je pense que ce qu'il faut travailler surtout, l'une des grandes clés qu'il faut travailler, moi je pense qu'il n'y en aurait qu'une, hein,
ça serait moi au travers de mon accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur accompagnement, qui utilisent leur outil, juste leur outil, et eux, ils y sont pas dedans. Et moi, je sais que ça m'a percuté quand un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, j'ai essayé ça. J'ai pas essayé votre truc, je vais venir voir ce que ça donne. Ah ouais, d'accord. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, c'est pas un outil que tu vas chercher, c'est une personne. Donc, en fait, votre outil, il est X. Il y a 50 personnes qui font le même diplôme que vous et qui ont un outil qui s'appelle X. Mais l'idée, c'est le X, je le prends et je mets mon essence et ma patte dedans, c'est-à-dire ma vérité, ma lumière, qui je suis, ma personnalité, pour qu'il en devienne un X majuscule ou qu'il en devienne un X. Moi, je vois plein de dessins de X, des X bien en aquarelle, des X en tag, des X, voilà. L'idée, c'est que votre outil doit refléter votre personnalité, je pense, à mon sens. Et je pense qu'il y aurait une question à se poser, quelle va être la différence entre moi et les autres. Et souvent, mes consciences m'envoient cette image quand les gens viennent avec moi en séance pour travailler leur voie professionnelle, qui sont dans l'accompagnement et qui n'arrivent pas à développer leur entreprise ou qui n'arrivent pas à avoir de consultants et qui aimeraient se payer des coachings. Et les coachings sont extrêmement chers. Ça peut être jusqu'à 3 000 euros, 3 000, 4 000, voire plus d'accompagnement en coaching pour avoir un chiffre d'affaires tant, pour gagner tant. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens fragiles sur ça, qui espèrent énormément, qui ont beaucoup d'attentes là-dessus, qui ont des théories, ils s'inscrivent à tout un tas de formations, il y en a beaucoup. Et c'est très bien qu'il y en ait, parce qu'il en faut pour toutes les maisons, et ça c'est super. Mais je pense qu'il y en a, ça leur correspond pas, parce qu'au départ, il y a déjà un travail à faire sur autre chose que la voie professionnelle. Moi, je dirais que notre outil d'accompagnement, c'est un prolongement de nous-mêmes. Et pour que la personne en face puisse nous ressentir et se connecter à notre énergie et donc à notre outil, ouais, il faut qu'il y ait notre essence dedans, il faut qu'il y ait notre reflet. Et il y a aussi un truc, moi je pense que à partir du moment où on refuse de s'associer avec la vie pour se rencontrer, moi je pars du principe que c'est grâce aux accompagnements qu'on se rencontre, et les accompagnements avec les gens, c'est du deux. Et je pense que tant que vous allez refuser de rencontrer certaines parts de vous, vous allez avoir du mal vous allez être trop cantonné dans le faire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que c'est surtout une question de regard qu'il faut changer. Il y a peut-être quelque chose en amont à faire avant de se jeter peut-être dans le grand bain, je ne sais pas. Et après, s'il y a une prise de risque, c'est juste, hein. Il faut écouter son rythme, il faut s'écouter. Mais il faut surtout pas tirer trop les plans sur la comète trop vite et s'imaginer que tout va être beau, tout va être rose et que je vais travailler 3 jours par semaine en gagnant 10K à la fin de chaque semaine. Parce que voilà, il y a de la présence à la fois pour soi, à la fois pour les personnes qu'on accompagne. Et moi, pour moi, on se lance pas dans l'accompagnement si on n'a pas déjà fait une grande partie du travail avec nous. Moi, je sais que mes consciences me disent toujours tout ce que tu fais déjà, tu l'expérimentes pour toi et ensuite tu le proposes aux autres. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ça va faire 6 ans peut-être que je travaille l'accompagnement en règle générale, puisque la première personne que j'ai accompagnée, c'est moi. Donc automatiquement, pendant 3-4 ans, pendant 4 ans, j'ai été m'accompagner et je suis devenue mon propre accompagnant. Et c'est au bout de 4 ans que je me suis rendu compte que peut-être il était temps d'accompagner les autres. Mais je dirais, c'est pas en se levant un matin en se disant coucou, je vais faire de l'accompagnement parce que j'ai 2 théories dans la tête. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors, si j'avais un dernier mot, je pense qu'il rejoindrait un petit peu ce que j'ai dit sur la question précédente. Et je pense très sincèrement que l'être humain peut être curieux. Aller chercher ses propres réponses, aller, aller se découvrir aussi beaucoup. La vie, moi je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps quand même, la vie elle est vraiment là pour qu'on s'amuse avec elle. On est dans une société qui est extrêmement anxiogène, la télé c'est épouvantable, on est vraiment dans une société de contradictions, c'est dramatique. Voilà, on a énormément de gens au-dessus de nous qui nous dirigent dans une totale contradiction, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, arrêtez de vous autoflageller, les autres le feront pour vous. Mais vraiment, faites preuve de bienveillance envers vous, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent de l'hypersensibilité, de l'émotivité, qui découvrent qui ils sont,
qui sont en train, du moins, d'être dans cette démarche de se découvrir. Et beaucoup de gens sont perdus, beaucoup de gens sont paumés, beaucoup de gens se sentent extrêmement seuls aussi au milieu de ça. Mais soyez vraiment bienveillants avec vous-même et prenez le temps de suivre un certain rythme. Euh, Même si tout autour de vous, c'est vrai, quand on allume la télé, on se rend compte qu'on vit dans un monde, mais mon Dieu, mais limite, il faudrait une apocalypse pour que tout s'arrête, quoi. Et l'idéal, c'est de se concentrer vraiment sur soi, de se recentrer sur soi. Ne faites que ce qui est à votre portée dans votre vie. N'allez pas vous occuper de ce qui se passe chez le voisin et interpellez-vous quand vous êtes dans cette attitude de toujours aller aider les autres, aller sauver les autres et que vous y perdez vos plumes et votre énergie. Parce qu'à ce moment-là, c'est que vous ne vous priorisez pas et qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour ceux qui veulent créer, j'ai envie de dire, qui veulent changer de vie sur le plan professionnel, posez-vous la question de où est-ce que vous en êtes par rapport au métier que vous avez aujourd'hui. Ne jetez pas tout à la poubelle de ce que vous avez fait avant parce que il y a forcément quelque chose à aller puiser dans les expériences précédentes. Hein. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. Ça marche aussi pour le relationnel, pour la notion de couple aussi. Il y a une grande notion de part de responsabilité à prendre, je pense. Et la vie, elle est simple en règle générale. Si on accepte de prendre nos propres responsabilités, à la fois, je dis pas de prendre des fardeaux et de prendre la peine des autres. Prendre ses responsabilités, pour moi, c'est regarder où j'en suis. C'est regarder, est-ce que je me priorise? Est-ce que je prends soin de moi en premier? Est-ce que je fais passer la volonté des autres avant les miennes? Voilà, c'est un petit peu faire un peu le point, un peu le ménage quand vraiment ça va pas, quand vraiment vous êtes paumé, quand vraiment vous partez dans tous les sens, quand vraiment vous cherchez un outil magique, une potion magique pour que tout s'arrête. Dites-vous qu'il n'en existe pas, il n'existe aucun outil magique, aucune potion magique. Je ne pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Et franchement, ça m'intéresse pas. Parce que j'estime que la plus belle des rencontres et la plus belle des guérisons, c'est justement quand elle vient de vous. Et quand vous êtes dans ce processus d'aller vous rencontrer. Et c'est vrai que je me suis fait une réflexion pas plus tard qu'hier en faisant du repassage. C'est pour dire. Souvent mes consciences viennent me voir quand je fais autre chose et je trouve ça génial. Et à un moment donné, je me suis mis à rigoler. Je me suis dit mais c'est quoi? Pourquoi je rigole comme ça? Et c'est comme si j'avais trouvé une forme de formule magique. Où justement je me suis dit mais en fait je me rends compte d'une chose. C'est que il y a beaucoup de gens, c'est vrai, surtout dans la sphère professionnelle, qui cherchent vraiment à aller trouver des clients, trouver de ci, trouver de là, être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais en fait, moi, je dirais que pour amener une forme d'équilibre dans sa vie, pour être dans ce donner-recevoir, j'aime beaucoup cette phrase du donner-recevoir en fait, c'est comme si ça m'expliquait que pour aller se rencontrer dans le recevoir, il faut déjà donner. Donner quoi? Donner du temps pour aller se rencontrer. Et moi, je vois, quand je suis en séance avec les gens, je rencontre les gens, mais je me rencontre au travers de leur histoire et au travers de ce qu'on expérimente ensemble. Et donc, en fait, je me rends compte que plus j'accepterai de jouer ce jeu JEU avec la vie pour rencontrer mon jeu JE, je sais que la vie va être généreuse avec moi et va m'apporter les opportunités, les expériences, à la fois les victoires, à la fois les enseignements, les apprentissages. Je vais me péter la gueule, je vais me relever, mais au moins, je vais avoir... Euh, ces rencontres, ces opportunités, ces occasions de me rencontrer et d'aller rencontrer la vie. Demandez chaque jour à la vie de vous aider à vous rencontrer sur le plan pro, perso, professionnel, ce que vous voulez, spirituel, dans n'importe quel sens. Et amusez-vous avec ça, parce que tant qu'il y a du jeu, J-E-U, le mental sera pas là pour vous aider, parce que jouez comme un enfant, et c'est vrai que tous les voyants seront ouverts. Il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de, comment dirais-je, de mise en danger. À partir du moment où vous allez fonctionner comme un enfant, le mental ne sera pas là pour vous embêter. Voilà. Restez accroché à votre imaginaire si vous en avez. Restez accroché à vos rêves, à vos espoirs si vous en avez. N'écoutez pas les gens, ou si, vous pouvez les écouter, les gens qui vont vous dire que rien n'est réalisable parce que ceci, parce que cela. À ce moment-là, regardez-les en disant je te remercie parce que je suis dans la bonne voie vu que tu es en train de me dire que c'est pas possible. Donc ça peut être intéressant. Et amusez-vous avec le jeu du miroir pour regarder ce qui se passe chez les autres, pour voir ce qui se passe en vous. N'oubliez jamais que la vie de notre existence n'est qu'un jeu entre soi et une rencontre entre soi et soi. À partir du moment où vous vous sentez qu'à un moment donné ça va pas, il y a un blocage, il y a un truc qui vous empêche d'aller à la prochaine étape, posez-vous seulement cette question et je terminerai là-dessus, quelle part de vous refuse de se rencontrer? Je vous dis à bientôt.